Bonjour à tous et bienvenue pour ce 16e épisode de L'Aubry qui court. Cette semaine, une édition un peu spéciale, tournée depuis Helsinki en Finlande, sous un temps très frais et un peu pluvieux, où nous sommes pour nos journées d'études avec notre groupe de la gauche unitaire européenne. On va vous en parler un peu plus en détail, des rencontres que l'on a faites, des discussions que l'on a eues avec nos partenaires finlandais, de l'enjeu climatique dont on a beaucoup parlé, et vous aurez même un coucou de nos députés francophones. Cette semaine, on va aussi revenir sur une décision historique de la Banque européenne d'investissement de se retirer des énergies fossiles, et ce sera l'occasion de vous parler un peu plus de tout le travail qu'on fait autour du Green New Deal au niveau européen. On va prendre le temps aussi de vous débriefer, de vous faire un petit suivi de là où on en est sur la police aux frontières de Menton qui nous avait refusé l'accès de la visite de ce que nous on considère comme un centre de rétention des migrants, et depuis 2 autres députés ont été interdits d'accès à cette zone de non-droit. Et puis enfin pour le coin des lobbies, on va faire un petit détour par l'Assemblée nationale où Total s'en donne à cœur joie pour autoriser l'huile de palme, mais à la fin c'est la vigilance citoyenne qui a gagné. Allez, c'est parti, générique. Bon, la première chose à savoir sur Helsinki, c'est qu'il fait vraiment très froid. Je suis pas sûre qu'on tourne l'ensemble de cet épisode dehors, mais on voulait quand même vous prendre le temps de vous débriefer un petit peu cette semaine avec tous nos camarades de la gauche unitaire européenne. Le concept est simple, c'est de prendre le temps de discuter. Ce que vous savez, quand on est à Bruxelles, en fait, on court d'un endroit à l'autre, d'une réunion à l'autre, et on prend pas le temps avec l'ensemble du groupe de se poser et de discuter des questions de fond. Aussi, la Finlande n'est pas choisie au hasard. C'est le pays qui, à l'heure actuelle, a la présidence du Conseil européen. Le Conseil, vous vous souvenez, dans les 3 acteurs majeurs au niveau de l'Union européenne, il y a le Conseil qui réunit les 28 États membres, la Commission européenne, une sorte de gouvernement de l'Union européenne, et puis le Parlement européen. Et donc c'est une présidente tournante qui change tous les 6 mois. Là, jusqu'à la fin du mois de décembre, c'est la Finlande, et ensuite ce sera la Croatie. Et puis la Finlande, c'est aussi là où se trouvent nos partenaires de l'Alliance de gauche ici, qui participent au gouvernement. Alors pour notre famille politique, c'est assez rare dans l'Union européenne de participer au gouvernement. Ça fait partie des choses que l'on a discuté avec eux. Ils ont 2 ministres dans le cadre d'une coalition de gauche ici, qui leur a permis d'obtenir des avancées politiques, notamment en matière de lutte contre le changement climatique. La Finlande est un des premiers pays qui s'est doté d'une ambition en matière carbone, avec une neutralité carbone à atteindre d'ici 2035. En vrai, on comprend pourquoi l'enjeu climatique est particulièrement important ici en Finlande, parce qu'ils sont les premiers à subir les impacts du changement climatique. Alors on est à la fin du mois de novembre, honnêtement on se les caille ici, mais on est encore loin du froid polaire qui devrait régner normalement dès le mois de novembre ici. Ils nous ont dit que en gros les températures se sont déplacées de 300 km vers le nord, donc la température qui fait à Helsinki ici maintenant, en fait c'est celle de il y a 300 km plus au sud, il y a à peine quelques dizaines d'années. Donc on voit l'impact aussi concret sur notamment les forêts, qui est une ressource et une question ici importante de débat en Finlande. Donc on a discuté de tout ça avec nos partenaires, avec les ministres que l'on a rencontrés, mais aussi de la difficulté à travailler avec d'autres forces de gauche et à peser sur la présidence finlandaise et les orientations politiques au sein de l'Union européenne. Et puis évidemment, c'est l'occasion aussi de discuter plus généralement avec notre groupe de la gauche unitaire européenne des priorités pour les prochains mois. Et parmi ces priorités, il a beaucoup été question notamment du Green New Deal. On va vous en parler un peu plus tard dans cette vidéo, ce fameux plan de l'Union européenne pour lutter contre le changement climatique. On a discuté des liens entre l'échelon national et l'échelon européen. Et puis ces journées d'études de la gauche unitaire européenne, c'est aussi des bons moments de camaraderie avec l'ensemble du groupe. Et ça fait du bien parce qu'on reste un groupe d'êtres humains qui nous battons tous ensemble du matin au soir, d'Helsinki à Bruxelles, en passant par la Grèce, l'Italie, le Portugal ou la France. Et c'est ça aussi qui fait la force de notre groupe. Là, on a une pause entre 2 sessions de nos journées d'études à Helsinki.
Donc on s'est dit qu'on parle de choses sérieuses toute la journée, qu'on allait poser quelques questions à nos autres députés. Il y en a certains qui sont francophones, comme ça vous verrez qu'on peut aussi parfois s'amuser en faisant de la politique. Sana, notre secrétaire générale, qui est finlandaise. C'est quoi la culture finlandaise, Sana? C'est le sauna. C'est le sauna. Et le sauna, il était comment? Je ne sais pas. Parce que... Il n'a pas osé. Ouais. J'ai eu peur. Surtout du froid après le sauna. Mais Nikolai, lui, il est danois, donc il est nordique, parce que José, il est portugais, on lui en veut pas. Moi non plus, j'ai trop froid. Oui. Il est allé se baigner dans la mer 4 fois. 4 fois? Oui. Et elle était à quelle température, la mer? 2 degrés. 2 degrés. Ouais, non, mais c'est génial. Et qu'est-ce qu'on pense de la... Ça, c'est pour toi. Les Portugais, ils aiment forcément le foot, non? La qualification de la Finlande à la Coupe d'Europe, ça donne quoi? Je l'ai vu cette matin, c'est intéressant. Est-ce qu'ils sont meilleurs que les Portugais? Non, je pense pas. On aura l'occasion de vous représenter dans les détails chacun des députés qui composent notre groupe de la gauche unitaire européenne et même de les inviter dans le bruit qui court à suivre. Bonne nouvelle, et on n'en a pas souvent des victoires, alors on prend toutes celles qu'il y a à prendre. La semaine dernière, la Banque européenne d'investissement a annoncé qu'elle se retirait complètement et définitivement des énergies fossiles d'ici la fin 2021. Vous en avez sans doute pas entendu parler. Les médias français s'intéressent assez peu à l'actualité européenne, qui plus est quand c'est une actualité monétaire, et pourtant c'est un enjeu important dans la lutte contre le changement climatique, et c'est aussi pour ça qu'on vous en parle dans ces épisodes de l'Aubry qui court. Pour vous expliquer, la Banque européenne d'investissement, la BEI, c'est une banque publique, donc ça veut dire qu'elle est financée en partie par les États membres, donc par notre argent à nous tous. Cette banque doit servir les objectifs de l'Union européenne, parmi lesquels on trouve la protection de l'environnement. Sauf que, en pratique, la Banque européenne d'investissement, entre 2013 et 2018, elle a injecté plus de 13 milliards d'euros dans les énergies fossiles. Ça veut dire que concrètement, elle a injecté en moyenne 6 millions d'euros par jour qui vont au pétrole, au charbon, au gaz et à toutes ces énergies qui défoncent la planète, et pas du tout aux énergies qui sont respectueuses de l'environnement, aux énergies renouvelables, ou même, on peut penser, investissement dans le transport ferroviaire, bref, des modes de transport davantage respectueux de l'environnement, ou même encore l'isolation thermique. Mais grâce au travail fait par la société civile, aux ONG, auxquelles il faut rendre hommage, et à la mobilisation citoyenne de manière plus générale, une pression s'est exercée sur la Banque européenne d'investissement, qui avait pris la décision en début d'année, qui avait fait une première annonce de retrait des énergies fossiles sans le mettre en application et sans prévoir un plan de route, ce qu'ils ont fait la semaine dernière, et c'est une excellente nouvelle. Et concrètement, ils ont proposé une stratégie qui leur permettra d'ici fin 2021, donc la fin de l'année prochaine, de ne plus financer un seul euro dans les énergies fossiles. C'est une excellente nouvelle, avec une première étape fondamentale qui est de se retirer des énergies fossiles. Évidemment, ça ne suffit pas de se retirer des énergies fossiles, et il faut aussi mettre l'ensemble de ces banques, des banques en conformité, parce que quand on regarde le reste des banques, et notamment les banques françaises, les 6 principales banques françaises ont consacré plus de 70% de leur financement énergie aux énergies fossiles. Donc les banques françaises, pour une fois, feraient bien de suivre l'exemple de la Banque européenne d'investissement. Et comme je vous le disais, l'enjeu c'est d'arrêter de financer les énergies qui polluent, et comment on va financer davantage les énergies renouvelables, et comment on peut changer notre modèle économique et mettre la finance au service du climat. C'est tout le travail qu'on fait au sein de l'intergroupe qu'on est en train de monter au Parlement européen sur le Green New Deal. Vous savez, le New Deal, c'est ce qui a été lancé, le Green New Deal, pardon, c'est ce qui a été lancé aux États-Unis, notamment par Alexandria Ocasio-Cortez, qui présente la lutte contre le changement climatique comme un grand plan social et écologique de relance de l'économie, parce qu'investir dans les énergies renouvelables, par exemple, ça crée énormément d'emplois. Et c'est ce même travail qu'on essaie de répliquer ici en Europe, et ça tombe bien parce que l'Union européenne s'en est saisie en proposant notamment, en nommant un commissaire au Green Deal. Alors bizarrement, c'est Green Deal et pas Green New Deal, c'est parce qu'ils vont nous resservir les mêmes vieilles recettes néolibérales sans remettre en question leur modèle économique. Et pour atteindre
cet objectif ambitieux pour l'Union européenne, il faut se doter d'un plan d'ensemble qui comprend l'ensemble des secteurs d'activité, que ce soit les questions commerciales, les questions financières, les questions de transport, les questions agricoles, les questions industrielles. Et c'est ce projet qu'on défendra dans les prochains mois, notamment face au manque d'ambition de la part de l'Union européenne, parce que clairement, si on veut sauver la planète, il faut se doter de règles contraignantes, à la fois en matière financière, mais aussi sur l'ensemble des champs de l'économie. Et on aura l'occasion de vous reparler de tout ce travail qu'on fait dans les prochains mois, en espérant qu'il porte autant ses fruits que cette victoire sur la Banque européenne d'investissement. Il y a quelques semaines, avec Mathieu, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous étions allés à la frontière italienne pour visiter la police aux frontières de Menton, dans le cadre de notre tour à vélo de nos 1000 bornes dans une Europe en berne, pour exercer notre droit en tant que parlementaire de visiter les lieux de privation de liberté. On a le droit de visiter des prisons, mais aussi des centres d'enfermement de migrants. L'objectif, c'est de pouvoir contrôler les conditions d'enfermement des personnes et s'assurer qu'évidemment elles soient correctes. On avait choisi la police aux frontières de Menton, notamment à la suite d'alertes qui avaient été faites de la part à la fois des ONG mais aussi d'enquêtes indépendantes qui pointaient toutes les conditions désastreuses dans lesquelles étaient enfermés les migrants à la frontière entre la France et l'Italie, enfermés dans des algécos insalubres. Et forcément, à ce moment-là, le gouvernement n'avait pas vraiment apprécié qu'on débarque pour contrôler les conditions d'enfermement des migrants et aussi dénoncer leur violation systématique des droits humains. Et cette histoire, elle est arrivée à 2 autres députés la semaine dernière. Elsa Fossillon, députée française communiste à l'Assemblée nationale, et puis ma collègue Danielle Obono, qui ont toutes les deux, l'une après l'autre, essayé la semaine dernière de visiter la police aux frontières et qui se sont vues opposer le même refus de la part de la police nationale. Et donc on a cette zone-là où aucun parlementaire ne peut accéder. Et nous, à ce moment-là, on avait envoyé un courrier au ministère de l'Intérieur, un courrier auquel on a reçu une réponse la semaine dernière. Et ça vaut le coup que je vous lise le détail de la réponse, que ça vaut le détour. Ils motivent leur refus de visite de ce lieu en ces termes. Cet espace a sa raison d'être dans la mise à l'abri des personnes. Il assure des conditions d'accueil et d'attente confortables, notamment en période nocturne. Donc pour eux, ce n'est pas un lieu de privation de liberté. Et surtout, ils disent assure des conditions d'accueil et d'attente. Confortable. Et c'est là-dessus qu'il faut s'arrêter. Confortable. Ah oui, confortable. C'est quoi confortable? Confortable, c'est être enfermé quand on est des dizaines de personnes enfermées dans des algécos, donc ces espèces de mobil-homes de chantier, sans lit pour passer la nuit, sans couverture, sans accès à boire et à manger de manière systématique, sans accès à des toilettes décentes, entassés les uns sur les autres. On crève de froid l'hiver, on crève de chaud l'été. C'est ça des conditions d'attente confortables? Des gens qui restent plus de 4 heures? C'est ça vraiment une espèce de zone à l'abri, notamment face à des conditions météorologiques? Ouais, c'était ce que nous avait dit le commandant de police. Ok, à la frontière italienne, parfois, il peut y avoir des pluies fortes, mais quand même, c'était d'une hypocrisie sans nom. Et honnêtement, ça nous aurait presque fait rire si l'histoire n'était pas aussi sordide. Parce que les conditions là-bas sont déplorables. Et d'ailleurs, elles sont tellement déplorables que quand on était présent, non seulement tous les témoignages qu'on a recueillis contredisaient ces conditions d'attente confortables, mais en plus, on entendait de l'extérieur des gens tambouriner aux portes tellement ils avaient envie de sortir. C'est pas digne de la fameuse patrie des droits de l'homme. C'est pas digne du droit tout court. Et c'est pour ça que nous, on a décidé de ne pas en rester là. On va porter l'affaire devant la justice. On va faire un recours pour que cet espace de non-droit qui est à l'heure actuelle la police aux frontières de Menton ne le soit plus, pour qu'il soit considéré comme ce que c'est, c'est-à-dire un espace de privation de liberté, et que la police aux frontières ne puisse plus, en toute impunité, commettre ces exactions et ces violations des droits de l'homme sans que personne ne puisse réagir et sans que personne ne puisse dénoncer les conditions exactes d'enfermement des migrants. Il en va de notre dignité et du respect des droits humains les plus fondamentaux, donc on vous tiendra au courant évidemment du recours en justice. Cette semaine, on profite de ne pas être à Bruxelles pour faire un petit détour par la France pour le coin des lobbies. Allez, c'est parti, générique.
Petit détour par la France pour ce coin des lobbies, puisque la semaine dernière à l'Assemblée nationale s'est jouée une pièce de théâtre en 3 actes qui illustre à la fois le pouvoir des lobbies, leur capacité d'influence, mais aussi notre capacité citoyenne à les mettre en échec, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ces 3 actes, ça a commencé par le premier acte, Total, qui fait du lobbying intensif pour obtenir une nouvelle exonération fiscale, ou plutôt le prolongement d'une exonération fiscale sur la production d'huile de palme, qui participe notamment à la déforestation, une exonération quand même qui coûte 70 à 80 millions d'euros par an et qui bénéficie directement à une entreprise comme Total. Deuxième acte, levée de bouclier de la part des ONG, de la société civile qui dénoncent à la fois le coût financier inutile pour le gouvernement mais aussi l'impact climaticide de cette mesure. Le gouvernement s'est senti acculé, senti obligé de réagir et propose un second vote. Troisième acte de cette pièce de théâtre, il y a un nouveau vote qui se déroule. Mais là, le gouvernement, surprise, garde la même consigne de vote et continue à soutenir cet amendement. Mais les députés ont massivement rejeté cet amendement et donc massivement rejeté cette exonération fiscale. Et je crois qu'il y a plusieurs leçons à retenir de cette séquence. D'abord, c'est de se dire que parfois, les députés de la majorité qui ont rejeté cet amendement peuvent faire preuve d'un peu de courage. J'espère qu'ils feront preuve du même courage les prochaines fois que le gouvernement reviendra avec un accord de libre-échange ou d'autres mesures climaticides. Et puis je crois que la deuxième leçon à retenir, c'est que la vigilance citoyenne marche, fonctionne. Et on obtient des avancées grâce à ça. Il faut remercier les ONG qui se sont mobilisées, tous ceux qui ont relayé ce vote scandaleux, et que de cette victoire, j'espère qu'elle en appellera d'autres, même si, à n'en pas douter, dans cette pièce de théâtre, il y a des chances qu'il y ait encore quelques actes à suivre, parce que des pièces de théâtre comme celle-là, à l'Assemblée nationale, comme au Parlement européen, ils s'en jouent malheureusement très souvent. En conclusion de ce 16e épisode de Le Bruit qui court, on a trouvé l'endroit idéal, cette piscine de water polo qui est derrière. Bon, pour être honnête, je ne l'ai pas testé parce que clairement on se l'écaille et l'eau doit être, je sais pas, à 3-4 degrés, mais on repart de la Finlande et d'Helsinki, des idées et des envies plein la tête pour notre groupe de la gauche unitaire européenne. Et on remet le cap vers la France. Ce week-end, c'est la mobilisation de nous toutes pour dire stop aux violences faites aux femmes et pour dire que ce décompte morbide, horrible, des féminicides qui s'ajoutent de jour en jour, il n'est pas une fatalité et qu'on peut avoir des moyens pour lutter contre les violences faites aux femmes. On veut dire que on veut plus qu'une femme meure sous les coups de son conjoint et sous les yeux de sa fille avant même que la gendarmerie arrive avec le dernier terrible féminicide en date. On veut plus de Polanski, on veut plus d'histoires racontées comme celle d'Adèle Haenel et on veut protéger ces femmes-là, les écouter, les entendre et leur dire qu'elles ont aussi le droit de s'exprimer. Donc une forte mobilisation ce week-end. Et puis on remet le cap à Strasbourg en session plénière la semaine prochaine pour notamment le vote sur le collège de commissaire d'Ursula von der Leyen, un vote qui s'annonce assez serré. On vous reparlera de tout ça la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Nous, on va retourner se mettre au chaud. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager la vidéo si elle vous a plu, à mettre un commentaire, à nous faire des retours. Un petit pouce bleu aussi si vous avez aimé, ça nous encourage. Et puis, évidemment, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour être prévenu des prochaines vidéos. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine depuis Strasbourg. Et allez, on est bon, 1, 2, 3. C'est parti. Allez. On va mourir de froid. 1, 2, action.